Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode, oui, deuxième épisode des mythes et légendes de Minor. Bon, vous pouvez considérer que c'est le troisième parce qu'en fait, la première vidéo, j'ai pas fait attention, la première vidéo de ma chaîne, elle commence déjà à aborder le sujet de l'âge zéro et du troisième âge. Du coup, vous pouvez considérer ça comme un premier épisode, mais je pense que vous en avez rien à foutre. Donc, on commence directement le deuxième épisode avec une petite parenthèse sur le deuxième âge pour expliquer comment Morga s'est procuré une armée et pourquoi il a totalement défoncé les hommes dans le troisième âge, ce qui fait à peu près toute l'histoire du troisième âge. Donc tout de suite, je vous embarque avec votre guide préféré des terres de Minor pour le troisième âge, l'âge sombre ou l'âge noir. Tout d'abord, il faut préciser que les hommes ne sont pas arrivés tout de suite sur Minor comme des prules, là, comme ça, et tout. D'abord, il a fallu des années et des années et des années avant qu'ils puissent dépasser les montagnes de Brèze, enfin, atteindre les montagnes de Brèze qui séparent le continent de Lumia à Minor. Et deuxième facteur aussi, c'est l'avancée technologique et maritime, sachant que les soins sur la mer étaient très peu répandus, donc il y avait beaucoup d'hommes qui mouraient de maladies, du scorbut, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Maintenant, comme on a découvert que le sel pouvait garder de la viande, etc., on a beaucoup plus de moyens pour aller en mer et faire des explorations, ce qui va mener à plusieurs découvertes bien plus tard dans le troisième âge. Mais durant le deuxième âge, en 20 500 à peu près, du deuxième âge, à la fin en gros, les hommes atterrissent sur Minor, sur les plages du royaume de Biril, ce qui est aujourd'hui le royaume de Biril, sauf que ils arrivent et ils découvrent une terre totalement différente de Tamar, Tashir, Lumia ou encore Lumian. C'est que c'est un continent où les animaux sont géants, comme les plantes, etc. Donc je dis pas qu'il y a des champignons géants à tout va, mais les arbres sont beaucoup plus grands. Déjà il y a des arbres. Il y a aussi des animaux qui sont géants, donc des cerfs avec des bois qui faisaient la taille d'un carrosse, ou alors des loups de 3 à 4 mètres qui pouvaient courser un homme à 40 km/h, sachant que le truc il fait 3 à 4 mètres et peut-être des fois des tonnes, c'est beaucoup. Donc c'est un continent en première vue hostile aux hommes. Les hommes vont à peu près vont faire des petits camps pour pas trop attirer l'attention avec les animaux. Sauf qu'à force de couper les forêts, etc., ils commencent à se faire des forts, etc. Ils survivent mieux sur le continent et il y a un entre guillemets début de royaume qui commence à se former. Sauf que plus ils s'avancent dans les terres, et bien, ils vont se confronter à quelque chose qui est très bizarre, c'est qu'ils vont être confrontés à leur miroir, ce qu'on appelle les elfes, ce qu'ils vont appeler les elfes. Ce sont des humanoïdes à la peau bleue, à la peau bleue et grise, âtre, faisant penser à un cadavre ou à la neige de l'hiver, et à des yeux bleus comme le ciel d'été. Ils ont des longues oreilles, des cornes de bouc ou alors de taureaux. Ils sont avancés technologiquement, ils ont un meilleur acier et ont tellement de richesses au niveau de l'or et des pierres précieuses, comme ce filon d'or là que j'ai juste à côté de moi, qu'ils s'en ornent tous les plastrons, leurs armes, etc. Et ils ont aussi une particularité, c'est qu'ils croient en une magie, ils croient en des dieux comme des loups géants, ou alors à des êtres surnaturels dotés de pouvoirs magiques qui seraient dans toute chose, arbres, plantes, aux simples brindilles ou alors aux grandes rivières et aux lacs et forêts ainsi que la mer et aux montagnes, tout ça pour eux c'est sacré. Mais ce qui l'est encore plus, c'est le feu et l'améthyste. L'améthyste c'est une pierre violette comme ça, un cristal violet qu'on peut retrouver dans des pierres enfermées comme celle-ci. Là c'est pas de l'améthyste, c'est juste du quartz je crois. Donc pour eux c'est sacré et ils sont tellement puissants au niveau de l'avancée technologique qu'en premier temps ils font sympathie avec les humains, sachant qu'ils pourraient prendre le dessus à tout moment. Parce qu'à force de faire sympathie avec les humains, au bout des siècles et des siècles et des siècles de cohabitation, les humains ils ont compris comment ils fonctionnaient, ils ont compris comment avoir un meilleur acier, ils se sont appropriés certaines mines et là ça commence à une guerre. Les humains veulent tout le territoire et une soumission de la part des elfes, sachant que les elfes ne sont pas beaucoup, on parle de quelques milliers alors que les hommes arrivent toujours de plus en plus en masse de Tamar ou alors même de Tashir des anciennes cités ou encore pire de Lumia. Donc ça affole les elfes, ils commencent à discuter d'une guerre ouverte, et 300 ans après, la guerre est déclarée, la guerre de 300, qui elle aussi durera 300 ans. Au lieu de ces 300 ans, les elfes prennent le pouvoir sur les hommes, puis l'inverse, et ça encore et encore et encore, jusqu'à ce que les hommes commencent à dompter les loups géants, et les cerfs pour déferler sur les elfes qui ne sont obligés de fuir vers le sud et se font bloquer par les murailles
qui ont été dressés par les humains, et le passage de la col Beren qui est sur la chaîne de montagne des Cendres. Du coup, ils prennent la décision de revenir un peu plus au nord, où ils s'établiront dans les forêts noires. Sauf que dans ces forêts noires, il y a les arachnides, et les arachnides font plus de 3 mètres et sont avares de viande. Les elfes, ils n'ont pas de problème pour la nourriture, ils n'ont pas besoin de se nourrir ni de dormir, mais ces arachnides vont déclencher entre guillemets une guerre entre ces deux races. Et au bout de quelques années, on parle d'une vingtaine ou d'une dizaine même d'années, les elfes sont à peu près à moitié décimés de par la chasse que les humains ont mis en place, et ils sont littéralement considérés comme du gibier, ou alors leur nouvel habitat qui est hostile à leur peuple, avec les arachnides qui pouvaient faire à 5 à 6 mètres. Donc ils prennent la décision de partir sur le champ des glaces, juste en haut, ce qui sera plus tard le champ des glaces, mais qui est aujourd'hui qui était avant un royaume humain. Le roi humain les considère comme inférieurs et vaincus, du coup il ne voit pas la menace et les laisse passer. C'est le seul geste honorable que les humains leur feront. Les autres seigneurs, eux, continueront la chasse à l'elfe et suivront leur trace jusqu'en dehors des terres du Miller-Land ou alors des terres de l'éternel hiver. C'est là que commence le troisième âge avec l'arrivée de Morga qui rencontrera les hommes après le passage des elfes, sachant que Morga n'a jamais vu un seul elfe et n'a jamais connu un seul elfe. Donc il se demande pourquoi les humains sont là, il prend ça comme un acte de guerre, et c'est là que commence le troisième âge. Petite parenthèse, Morga, on ne sait pas quel âge il a, on ne sait pas s'il est plus vieux ou moins vieux que l'année où on l'a découvert. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est apparu sur le monde solitaire, sur les landes éternelles de l'éternel hiver, et qu'il a créé des abominations comme les loups-garous, les loups-garous grâce aux humains, qu'il a torturés et modifiés génétiquement, des vouivres qu'il a pris sous son aile, des vampires, des ghouls ou encore des zombies, tout ce qui est mort-vivant, etc. Il se créera une véritable armée, et plus tard, les elfes restants, une branche des elfes restants, ce qu'on appelle les elfes noirs, rejoindront son armée et seront eux aussi modifiés, mais cette fois de leur plein gré, donnant naissance à une race qu'on appellera les vampires, et qui seront avides de sang humain et qui vont jouer un grand rôle dans la prise du pouvoir de Morga sur les champs des glaces et les terres du Miller-Land. Morgan n'est pas bien fort au départ de son arrivée sur Minor. Il apparaîtra sur le mont Trasil qu'il dévastera et qu'on nomme aujourd'hui le mont Solitaire ou alors le mont Maudit. Suite à ça, Morgad décide d'attaquer les hommes et suite à ces nombreuses années de guerre avec les hommes, il commence à avoir une haine viscérale envers eux. Du coup, il décide de partir vers l'ouest, sur les monts brumeux, où il prendra la forteresse de Myril, qui fera sa capitale, entre guillemets, pour sa grande conquête. Les elfes le rejoindront quelques temps après, et comme dit précédemment, ils agrandiront les rangs de Morga. On parle de Légion, et en plus, son frère, plusieurs années après, décidera de le rejoindre. Durant le quatrième âge, Morga déferla en 1245 sur la Grande Muraille des Hommes, ce qui marquera un enjeu considérable et qui marquera une grande période nommée la Terreur. Mais ça, c'est une autre histoire parce que nous sommes sur le troisième âge. Durant le troisième âge, il y a autre chose qui s'est passé avec l'agrandissance de l'armée de Morga. Les seigneurs se sont regroupés et ont plié les genoux un à un pour laisser place à leurs aînés. Ce qui, au lieu de 42 royaumes au départ, petit état individuel et avec leurs propres règles, maintenant il n'y en a plus que 12. Il y en aura deux qui se feront détruire par Morga plus tard durant la grande bataille de la première muraille en 1245, comme dit précédemment, un autre qui disparaîtra suite à des assassinats, etc. Après, l'autre dépérira progressivement et se fera renverser par une guerre civile dans son propre royaume et une incitation à la mort des autres royaumes. Suite à ça, il ne restera plus que 8 royaumes dans les temps où mon histoire fait place. Sur ce, je vais entre guillemets vous présenter les histoires annexes avec un peuple qui a révolutionné le monde et l'a à peu près bâti tel qu'on le connaît, et que le monde sera entre guillemets modelé par ce peuple. Si ce peuple n'avait pas existé, le monde ne serait pas tel qu'on le connaît dans mon roman. Je veux bien sûr parler des Luériens et leur capitale, leur empire et les dragons.
Côté de l'événement des 8 démons primordiales et l'événement du Seigneur de la Terreur et de la Mort pure et sainte Morga, les Luériens se sont établis sur les terres de Lumia. Ce sont de simples paysans qui sont caractérisés par soit leurs cheveux blancs ornés ou encore argentés, ou à la limite du grisâtre, ou alors leurs cheveux rouges à la limite du cendré et du poidré. Ce sont des gens qui ont souvent deux yeux qui ne sont pas de la même couleur et qui, par hasard, par pur hasard, de simples paysans trouveront dans les montagnes de Lumia, qui n'ont pas de nom, qui ne s'appellent juste les montagnes de Lumia, car ce sont les seules chaînes de montagnes du continent, des œufs de dragon qu'ils ne savent pas encore ce que c'est. Ils les ramèneront à leur chef et après quelques heures de marche, ils se plaindront de douleurs au ventre et à la tête et d'une intense chaleur dans leur torse. Ceci est bien sûr le fait des œufs qui sont pétrifiés, que par contre on ne sait pas d'où ils sont arrivés. Tout ce qu'on sait c'est que les paysans les ont trouvés dans des cavités qui ne pouvaient faire passer que les plus courageux. Remis en main des sages, les sages ne voulurent pas les toucher vu le comportement de ceux qui avaient eu un contact avec eux. Ils décidèrent de les éloigner ou encore de les détruire. Sauf qu'il y avait un petit problème. Les œufs ne pouvaient pas être détruits, pas par la plus puissante masse maniée par le plus puissant homme, ni par la mer car ils revenaient tout le temps sur les rivages, il ne manquait plus que le feu pour les détruire. Sauf que le feu ne faisait pas le résultat escompté, il ne faisait que revenir les œufs, entre guillemets, à leur état originel, faisant fondre la pierre qui était dessus, comme si le feu était décuplé par la présence de l'œuf. Il faisait aussi revenir la couleur originelle de l'œuf, et quelques jours après que les futurs luériens les aient laissés comme ça, parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire dans le feu, ils laissèrent place à deux petits reptiles, un mâle et une femelle dans chaque œuf, des fois un mâle et un mâle, ou encore une femelle, mais cela était très rare. Donc ils se trouvaient face à six petits dragons, six petits reptiles avec des ailes translucides, deux petites cornes sur le dessus, et qui criaient des petits cris à peine visibles, à peine entendibles par les oreilles des luériens. Au fil du temps, ils se rendirent compte que les enfants qui étaient nés en même temps que les dragons, qui avaient grandi avec ces dragons, liaient un lien entre guillemets fraternel avec celui-ci. Un dragon peut vivre jusqu'à 400 ans ou même 500 ans. Et ce sont des dragons centenaires ou même millénaires. Il y a des exceptions, ceci n'était qu'une moyenne, les 500 ans. Et on connaît des dragons qui ont vécu 1000 ans ou même 2000 ans. On peut bien sûr citer Dirion, la terreur rouge. On l'appelait le sanguinaire car il avait une couleur d'écaille très couleur sang et des veines rouges rappelant la chair de ceux qu'il mangeait. Ceci n'est qu'un exemple, il a aussi eu Chlorune qui a pris possession des mines, de la chaîne des montagnes de Minor qui se situe au sud de celle-ci, mais cela se passe bien plus tard. Les Luariens, au fil du temps, apprirent à les dompter et les enfants qui avaient grandi avec devenir leurs dragonniers. Les dragons ne peuvent avoir que 2 à 3 dragonniers dans leur vie, maximum. Si ces 3 à 4 dragonniers meurent, ou ces 2 dragonniers, le dragon ne prendra plus jamais de dragonnier, se sentant beaucoup trop seul et se laissera dépérir. C'est pour ça que les dragons ne vivent pas plus de 500 ans. Sinon, les dragons vivraient beaucoup plus longtemps. À cette époque, l'espérance de vie d'un humain en moyenne est de 80 ans maximum, si cela a de la grande chance. C'est une moyenne. On connaît par exemple le long roi, on l'appelle comme ça parce qu'il a vécu 102 ans. C'était le roi de Minor le plus âgé au monde. Mais les Luériens, du fait de leur capacité avec les dragons, pouvaient survivre jusqu'à 200 ans. Les Luériens, qui grandirent avec les dragons, donc les premiers enfants à grandir avec les 6 premiers dragons, donnèrent des êtres très spéciaux. Déjà, leur vie était beaucoup plus longue que 200 ans. Eux, ils étaient capables de survivre à 300 ans. Tous les Luériens n'étaient pas dragonniers, bien sûr. Seuls les enfants qui avaient grandi avec les bébés pouvaient, eux, acquérir ce pouvoir. Ils avaient souvent, même tout le temps, des cornes qui leur poussaient sur la tête du fait de leur douleur à la tête. Souvent des écailles qui leur poussaient sur les extrémités, les articulations, les épaules, etc., leur faisant entre guillemets un début d'armure. Leurs yeux viraient au rouge ou alors au orangé et devenaient aussi palpines qu'une pupille de chat, c'est-à-dire comme ça. Leurs émotions étaient plus difficilement maîtrisables et au plus rare cas, ils avaient des ailes ou alors des queues semblables à leurs reptiles et à leur monture. Les dragonniers avaient un certain lien avec leurs dragons. Ils ne communiquaient pas par la parole, parce que les dragons ne parlent pas, mais par la mentalité, par le mental.
les dragons les plus réceptifs pouvaient carrément avoir des ordres au niveau de vocal, mais cela était très très rare. Cela restait aussi rudimentaire, on ne pouvait que leur demander par exemple de brûler, mordre, voler, ça allait se cacher, surveiller, rester, s'asseoir, etc. Un peu comme un chien. Mais un dragon est très intelligent, il est à la limite de l'intelligence humaine. On peut considérer un dragon comme un être à part. Suite à ces nombreux changements dans la vie des Luariens, les Luariens s'émancipèrent et commencèrent à renverser leur seigneur et créèrent le premier grand royaume des Luariens et fondèrent le début sur les trois collines d'Iknix, le début de la grande cité Luaria. Luaria est un empire avant tout, mais au départ n'est qu'une cité. Elle se dédoublera en deux, la cité frontalière qui au départ, pendant le premier siècle, euh, fermera l'empire de Luaria, et par la suite, l'ouverture avec la troisième cité qui se fera plus loin dans Tachir. Suite à ça, ben, on fait une transition pour expliquer un peu plus l'événement des Luariens avec leur conquête. Je vous montre brièvement la carte pour vous montrer ce qui était le royaume des Luariens au départ. Tout ce qui est brisé ici et qui est colorié était avant la grande marche des errants, le royaume des Luaria, le royaume principal. L'empire, lui, s'étendait sur pratiquement tout le monde connu. Sur Lumia, qui était ici, sur Lumian, qui est ici, Limir, qui est ici, Tashir, Tamar et le nord de Tamar. Les seuls rescapés étaient le continent de Sud-Montréal, qui est ici, et le continent des damnés, qui est ici, ainsi que Minor. On ne sait pour quelle raison les Luariens laissèrent Minor de côté. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils périrent. Ah, mais avant de périr, les Luariens ont eu beaucoup de moments importants. Le premier, c'est quand bien après, les Luariens, on le sait, sont arrivés bien après les 8 démons primordiaux. Par contre, les premiers Drunedain sont morts au moment où les premiers démons sont apparus, comme Morga. Mais ces Drunedain, qui donnèrent plus tard les errants, donnèrent de sérieux problèmes aux Luariens, qui les empêchaient en fait de prendre totalement possession de la mer des Sables, qui est le continent de Tachir, qui est tout ici. C'est une grosse partie du monde que les Luariens voulaient absolument avoir, malgré que ça soit un désert infertile, etc. Ça nommerait leur puissance. Car on le sait, le désert de Tachir, autrefois, bien avant l'avènement des hommes, il y avait déjà des cités, et posséder ces cités était un emblème de pouvoir, surtout les garder, car les errants les attaquaient tout le temps dès que quelqu'un s'installait dans celle-ci. Première difficulté que les Illyriens affrontèrent. Deuxième difficulté, c'est Morga et sa perfidie. Morga et sa perfidie, en fait, menèrent un roi Drain, je crois, oui, Drain II, le roi déchu, à attaquer les mines d'Ortang sur Lumia, qui était la propriété des Luariens, car les Luariens avaient pris le continent de Lumia. Sauf que ceux-là ne se firent pas prier. Ils n'envoyèrent pas un, pas deux, pas trois, mais 300 dragonniers à sa poursuite et rasèrent de feu et de cendres tout le continent qui était le royaume de Drain. Je vous montre tout de suite sa carte. Le continent de Drain est ici. Le royaume de Drain, cependant, ne s'étalait pas plus que ça. Le reste était aux vouivres, qui sont de féroces animaux impossibles à dompter, et que même les dragonniers luariens n'arrivaient pas. Le royaume de Drain, lui, se situait ici. Ici. Il ne faisait pas plus que le rond que vous voyez ici, donc ce n'est une petite portion du monde, malgré que cela fasse à peu près la grandeur de la France. Donc c'est pas rien non plus. Tout ce qu'on sait, c'est que maintenant ce continent est un lieu de paix, entre guillemets, où les rescapés de maladies comme la peste ou alors la mort noire, ils vont pour mourir et mourir en paix. Certains fondèrent des royaumes, comme le royaume des pirates, ce sont un royaume entre guillemets indépendant où tous les malfrats, tout le monde est accepté, ce qui mène à des raids entre guillemets sur les côtes ouest de Minor. Cela est un autre problème et une autre histoire. Si vous voulez que je fasse un guide sur les royaumes indépendants, vous pouvez me le dire.
Le deuxième âge est marqué aussi par la destruction pure et simple du deuxième empire de Lumia, après l'attaque de Drain 2 sur le continent. En 40 200 à peu près, c'est une estimation, bien sûr parce que les écrits ne sont pas très précis à cette époque-là. Euh, il- euh, le Titus, en fait, c'est un des seigneurs démoniaques, euh, arrive à posséder un humain et à, entre guillemets, le posséder, hein, bien sûr, je rappelle qu'il n'y a pas de magie. Il le corrompt à peu près, et ce qui va mener le roi de cet empire, de Lumia, à faire des erreurs, par exemple à l'inactivité face à l'attaque des mines d'Ortank, laissant les Luariens s'y en occuper. Les habitants de l'Empire, eux, ne sont pas d'accord, ne veulent pas être sous la joug des Luariens de base. Donc, il y a une guerre civile, donc des famines, des assassinats politiques. Le peuple ne sait plus qui suivre et qui écouter. Donc, cela mène à au renversement de l'Empire et la formation de trois grands royaumes. Mais ça, c'est une autre histoire encore. Nous avons vu beaucoup d'histoires dans cet épisode. Le troisième âge est un âge très dense où il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'événements secondaires que je n'ai pas cités. Par exemple, la marche des errants avec la destruction de l'Uria, mais ça c'est dans un autre âge. Ou alors le dernier Drunedain qui était encore en vie, qui lui ne s'est toujours pas réveillé en tant que errant, qui a eu une fin de vie très spéciale. La guerre des cinq rois qui prend place sur Minor, qui fera plusieurs victimes et qui fera la destruction du royaume Wall, qui se place sur la carte ici, le royaume Wall, ici, qui sera lui aussi totalement détruit. Et pour finir cet épisode, je peux aussi parler de l'avènement des Luariens sur Minor, car oui, les Luariens s'y sont intéressés vers la fin de leur entre guillemets règne, où ils prendront deux forteresses et les modifieront, où ils feront un point d'ancrage en fait. Les huit rois de Minor savaient très bien qu'ils étaient au bord de la faillite parce que les Luariens allaient bientôt les conquérir, et du coup cela marque entre guillemets une période de rébellion entre guillemets pour les huit rois parce qu'ils sont quand même sur leur territoire. Ils ont dû faire face à l'empire de Luaria, et heureusement que l'empire de Luaria mourra quelques temps après, parce que sinon ça aurait marqué la fin des huit rois et le début de l'âge entre guillemets de Luaria, car Luaria aurait tout possédé, l'intégralité du monde connu. Sur ce, merci de m'avoir suivi, merci de regarder si vous y êtes allé jusque là. Je sais que la vidéo est un peu longue, 22 minutes, 23 minutes, c'est pas rien. Je vous demanderai quand même, parce que je veux pas forcer, mais je vous demande quand même de mettre un petit pouce bleu parce que ça pète pas de pain et vous payez rien. Si vous voulez vous abonner, pas de problème. Moi, ça me fait toujours plaisir. Il y a aussi mon Twitch où je vais faire un live ce soir, mais je pense que la vidéo sortira après le live. J'en fais à peu près un week-end sur deux, donc le week-end qui vient là ne sera pas celui-ci, ça sera le week-end d'après, parce que je peux en faire que chez ma mère, parce qu'il n'y a que là que j'ai un trépied et que j'ai assez de connexion et que je peux parler. Mais ça, c'est une autre histoire encore. J'ai plein de trucs à vous raconter sur mon univers, je trouve qu'il est très riche et qu'il est assez cohérent. Il y a quelques petites bêtises, si je suis incohérent dans mes paroles, vous pouvez me le dire. C'est que sur écrit c'est bien parce que je suis posé, mais en vidéo c'est difficile de parler. Je suis quand même encore un débutant. Si vous voulez aller voir plus en détail, il y a tous mes guides qui sont bien écrits, enfin bien écrits entre guillemets, hein. Je dis pas que c'est du grand Tolkien ou des trucs comme ça pour citer que la fantasy ou du J.K. Rowling ou quoi, mais je trouve que je me suis assez bien débrouillé. Mes guides sont dans mon Insta, noah.hero, et mon Twitch c'est nmj.pk, et j'ai aussi un TikTok où je fais des petites vidéos sympathiques. Je vous le mettrai peut-être dans la description. Voilà, sur ce, bah, à plus, et merci d'avoir suivi votre guide des terres de Minor. Et à la prochaine fois pour cette fois un épisode sur l'entièreté du règne des Luariens parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas dit. Peace!